Nous avons pensé qu'il serait intéressant de rêver ensemble sur ce que pourrait devenir le complexe textile, surtout en pensant aux résidents du quartier des Tisserands. Paul-René Gilbert, qui était le maire au moment où on s'est bagarré pour garder l'Église ici, pour en faire une bibliothèque. Merci, Serge. Ça fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je remercie Mme Gagné pour l'invitation et je vous remercie d'être ici par ce bel après-midi. Je sais que M. Monnier et que notre autre conférencier va parler beaucoup d'architecture, va parler d'urbanisme, va parler de comment on pourrait penser les usines de demain. Moi, ce que je vous propose en une vingtaine de minutes, c'est de regarder un petit peu en arrière et de s'interroger sur une question qu'on ne développe pas souvent à Magog. En fait, à peu près dans toutes les villes du Québec, c'est des questions d'identité. Hein? Mais s'il y a un endroit qui est particulièrement propice pour le faire, c'est peut-être ici. N'est-ce pas qu'en effet, c'est souvent la fermeture d'une église ou la transformation d'une église, comme on a assisté à Magog depuis quelques années, qui nous amène à réfléchir sur ce qui nous arrive à réfléchir aussi sur l'endroit où nous nous dirigeons, si on peut savoir une telle chose. Il y a entre nous et ces bâtiments, je pense qu'il y a beaucoup de gens de la génération pour qui ces bâtiments ont encore une signification quand on parle des églises. Il y a quelque chose d'un petit peu personnel. On pourrait même dire que c'est presque intime, qui rend la rupture assez difficile. Les voir disparaître, les voir se transformer, c'est un petit peu comme si on perdait un membre de notre famille, voire même perdre une partie de nous-mêmes. Bien, à l'automne 2011, c'était au tour des usines de textile de cesser leurs activités. Curieusement, cette monumentale page d'histoire, et j'utilise volontairement le mot monumental pour Magog, bien, elle s'est tournée sans qu'il y ait vraiment de débordement d'émotions, sauf peut-être pour les gens qui y travaillaient. Et ça s'explique en grande partie, évidemment, par le fait qu'on voyait venir depuis quelques années la lente agonie de cette industrie-là à Magog, qu'on en juge. Au moment de la fermeture de la PJI d'IFCO en 2011, il ne restait que quelques centaines de travailleurs dans les usines, alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on dit qu'il y avait au moins 2500 personnes qui travaillaient dans nos usines de la rue principale. Alors, c'était un petit peu le miroir inversé dans la mesure où, à un moment donné, la dominante textile, c'était 90% et plus de nos emplois industriels, alors qu'au moment de la fermeture, c'était même pas 10% de nos emplois industriels. Donc, évidemment, ça s'explique un peu le silence, on pourrait dire le silence relatif qui a accompagné la fin de la PJI d'IFCO en 2011. Souvent, c'est le cas, je le fais moi aussi, ce petit péché-là. Quand on veut parler de textile à d'autres personnes et qu'on veut en résumer l'importance, bien, c'est là qu'on part. On va donner des chiffres. Hein, on va dire 2500 emplois, on va dire des millions et des millions de verges de coton tissées et imprimées. On va aussi dire que cette usine-là, elle avait 127 ans d'histoire au moment de sa fermeture, ce qui en faisait un des plus vieux complexes au Canada. Ça donne une idée de leur envergure, certes, mais ça ne rend pas justice à ce qui, sur le plan identitaire, a été la vocation de ces usines pour nous, les Magogois. En effet, à part la beauté de notre région, donc notre rivière, notre lac, notre montagne, je dis notre, peut-on penser à une empreinte identitaire plus profonde sur les Magogois que celle que furent les usines de textile? Est-ce qu'on peut penser à un fil conducteur, comme je le mentionne dans le titre de ma causerie, plus concret, plus durable aussi de notre histoire? C'est vrai à un point tel, je pense, que l'on peut affirmer, sans exagérer, que chaque nouveau bâtiment des usines, chaque nouveau groupe de bâtiments qui est apparu, a marqué à la fois l'évolution du textile, mais il a marqué aussi l'évolution de notre ville au complet. Donc, j'ai divisé cette évolution-là en 3 phases distinctes. La première va de 1884-1905, c'est la plus évidente, c'est ce qu'on pourrait appeler l'époque pionnière, donc les débuts. Les 3 bâtiments qui sont construits en 1884, on les aperçoit ici. Bon, la pixelisation, on m'a dit, n'était certainement pas idéale, mais ce que l'on peut apercevoir, parce que c'est vraiment au moment de la construction que ces photographies-là sont prises, à droite, c'est l'imprimerie
donc ce qu'on appelait à l'époque l'atelier d'impression. Et à gauche, c'est la filature. La filature n'ouvre pas ses portes en 84, elle va l'ouvrir en 1888, mais on construit les deux bâtiments quand même. Ce plan d'assurance de 1928 nous donne une idée de où on se situe. Donc, tout à l'heure, notre plan était de la rivière Magog. Ici, c'est la rue principale pour se situer. Et ici, c'est à peu près l'endroit où a eu lieu la première impression d'une pièce de coton au Canada, ici à Magog, en 1884. Il y avait un autre petit bâtiment en L qui était ici, qui a été changé au fil des ans. Quant à la filature, c'est ce bâtiment-là que l'on aperçoit ici. Oubliez tout le reste, là. Tout ça va venir par la suite. En 1884, il n'y a que ça. Alors, on peut se dire que c'est un petit peu pâle, c'est même modeste par rapport à ce que l'on va connaître par la suite, mais je vous demande aussi de considérer qu'au moment où ces usines-là sont construites, il n'y a absolument rien dans ce secteur-là du village et non de la ville. On n'est pas encore une ville, on est un village. Et dans ce secteur-là, il n'y a absolument rien, d'une part. D'autre part, il faut considérer l'impact qu'auront ces usines-là sur nous tous, et cet impact-là, il va être foudroyant. Les besoins en main-d'œuvre, boum! La population du village était autour de 500 à 600 en 1881. Bien, 10 ans plus tard, nous serons 2100 Magogois. 4 fois à peu près plus. Ça donne un ordre de grandeur. Supposons qu'en 2028, il y aurait 100 000 personnes à Magog. C'est à peu près le même ordre de grandeur en ce qui a trait à la croissance. Toute la personnalité également du village va changer. Pourquoi? Parce que pour installer cette machinerie-là, il n'y a personne au Québec qui fait ça. On n'en a pas d'industrie d'impression du coton. On va chercher de la main-d'œuvre ou du côté de l'imprimerie, on va la chercher aux États-Unis, on va la chercher en Europe, notamment en Angleterre, en Irlande, on va même la chercher ailleurs au Canada anglais. Il faut aller chercher de la main-d'œuvre, nous n'en avons pas et ce sont des métiers spécialisés. En revanche, quand la filature ouvre ses portes, ce sont des emplois beaucoup moins spécialisés et à ce moment-là, on va aller recruter des Canadiens français. C'est un tournant historique pour nous. Avant, à Magog, tout se passait à peu près dans la langue de Shakespeare. À partir de l'arrivée du textile et de la filature, la langue de Molière va prendre tranquillement préséance. Et dès la fin du 19e siècle, les francophones sont majoritaires à Magog. Ils sont majoritaires et ils prennent leur place lentement mais sûrement. Ils vont construire leur église Saint-Patrice, 1893-1894. Ils vont se construire des écoles. Ils vont élire leur premier maire canadien-français, Édouard Gilbert, au début des années 1890. Et vous tous qui êtes venus à la bibliothèque cet après-midi, en vous en venant, vous avez croisé les rues Saint-Luc, Saint-David, Saint-Pierre. Dites-vous que le choix de ces noms-là n'est pas fortuit. C'était le reflet de la culture des gens qui habitent à proximité des usines, des Canadiens français, catholiques et ouvriers. C'est un milieu très homogène qui se développe. Écoutez, c'est tellement fort, cette impulsion-là, quand on dit que le destin du textile et de notre ville, là, c'est comme ça. En 1888, Magog devient finalement une municipalité de village. Aujourd'hui, on dirait la ville de Magog voit finalement le jour. C'est le textile qui carrément entraîne cette situation-là. Les usines connaissent toutefois une certaine instabilité. Et en 1905, il y a une compagnie dont le nom retentit encore probablement aux oreilles de tous les gens qui ont un certain âge ici et qui s'appelle la Dominion Textile, qui est un grand complexe qui réunit plusieurs usines à travers la province et qui va acheter les usines magogoises. Au début, il y a des ratés un petit peu, mais graduellement, c'est ce nom-là qui va rester identifié aux usines pendant la grande partie du 20e siècle. Et Dominion Textile va nous amener quoi? Va nous amener en grande partie la stabilité. Alors, quand on parle des bâtiments tout à l'heure pour la visite, en plus des bâtiments qu'on a vus tout à l'heure, il va se greffer ici, ce bizarre d'animal derrière la filature, entre la filature et la rivière, qu'on appelait les weave sheds, là, les usines en dents d'ici. On y installe 5 à 600 métiers à tisser autour de 1914. Ce bâtiment-là a disparu, là, il a été métamorphosé. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'en 1927, voyez-vous, pour se situer, là, pour ceux qui ont un petit peu de difficulté, ici, c'est à peu près le Fondissimo, d'accord? Alors, à la gauche, quand vous faites face aux usines,
Ce bâtiment-là, d'ailleurs, il est encore daté en haut, c'est 1927. Et un petit peu plus loin, il va s'en développer un autre, c'est 1937. Et ça, c'est très important parce que Dominion Textile va faire construire et installer à peu près une vingtaine de machines à imprimer le coton. C'est un symbole qu'on veut que ça marche à Magog. Et à Magog, on transforme le coton pour toutes les usines de la Dominion Textile. Conséquence, stabilité. Stabilité dans l'emploi, stabilité malgré la crise économique. Même pendant la crise économique, à Magog, on tient le cap là, dans le pire, 32-33, et puis après ça, on recommence à engager et on recommence à avoir de l'ouvrage. Non seulement on a de l'ouvrage, les gens partent de l'extérieur pendant la crise, ils cherchent un endroit, là, on leur dit « Hey, allez donc à Magog, il y a de l'ouvrage à Magog. » Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui viennent d'un petit peu partout et qui se disent « Bon sang, c'est l'endroit à être pendant cette période-là. » Alors, ce que vous apercevez ici, encore une fois, le Fondissimo, les usines de 1927, et puis même en 36-37, on ajoute une autre usine. Ça, c'est du côté de l'imprimerie. Je fais remarquer aux gens que je fais souvent la nuance entre la filature et l'imprimerie, et ceux qui ont travaillé dans le textile peuvent vous le confirmer, même si c'était sous le même chapeau Dominion Textile à un moment donné, ce sont bel et bien deux usines, deux identités et deux personnalités. Et ça va se confirmer à la fin du siècle quand C.S. Brooks va acheter une entreprise et que c'est éventuellement P.G. Edifico qui va obtenir l'autre. C'est l'âge d'or aussi d'un endroit que nous connaissons en ce moment parce que nous y sommes. C'est Sainte-Marguerite-Marie. Parce qu'avant, il n'y avait qu'une paroisse à Magog, c'était Saint-Patrice, la paroisse mère, la doyenne. En 1921, les travailleurs sont suffisamment nombreux, suffisamment influents pour dire « nous voudrions avoir notre paroisse ». Et en 1921, on fonde Sainte-Marguerite-Marie. Et pour elle, c'est plus élégant que de dire le bas de la ville, même si on sait pertinemment bien que pour bien des Magogois, cette notion du haut de la ville et du bas de la ville va persister encore pendant pas mal de décennies. Enfin, on peut parler d'une troisième grande période, les années 45, de 1945, donc la fin de la guerre, jusque dans les années 80. Moi, je l'appelle phase de modernisation, d'une part, mais je conclus aussi en disant fin de croissance, parce que par la suite, les usines arrivent à un sommet. Sur le point de vue des bâtiments, il n'y aura plus d'ajouts à partir de la fin des années 80 ou des ajouts mineurs. Ça, c'est très important. Mais à partir de 1945, on est très confiant qu'on va réussir à grossir encore. Parce qu'en 1946-1949, Dominion Textile va mettre 5 millions de dollars dans ses usines. 5 millions de dollars en 1946, c'est beaucoup d'argent. Et parmi les ajouts qu'on fait, ces fameux métiers à tisser draper qui nous arrivent directement des États-Unis, qui sont à ce moment-là le nec plus ultra dans ce type de machinerie-là, on en a 1833 à Magog. C'est ce qu'on appelle une des plus grandes salles à tisser en Amérique du Nord, mais en réalité, on ne dit pas ça. On dit que c'est une des plus grandes weave rooms en Amérique du Nord. Et même les francophones vont vous dire tisserand, je ne me souviens pas si j'étais tisserand, j'étais weaver. Et ça va rester. Plus tard, vont s'ajouter d'autres bâtiments. Ici, évidemment, c'est un petit peu flou, j'en conviens. Mais regardez, on se place encore de la perspective de la rivière Magog. Alors, du côté de la filature, au niveau des bâtiments, c'est à peu près complet. Par contre, regardez du côté de l'imprimerie, entre la bâtisse de 1937 et entre la rue Moore, qui est ici, il s'ajoute quand même des bâtiments assez importants au cours des années 70. À l'arrière, il y a beaucoup de compagnies de camionnage qui voyagent la marchandise qui est fabriquée à la Dominion Textile, qui a ses bureaux ici. Alors, le nom qu'on donne officiellement à ça, c'était pas très imaginatif, mais ça l'illustrait bien, c'est la cour. Ça, c'est la cour où il y avait les camions. Mon père travaillait dans ce coin-là, et puis je me souviens que c'était un coin qui était très achalandé et très fébrile, comme l'ensemble des usines à une certaine époque. Bref, il s'ajoute des bâtiments, mais la croissance comme telle, elle, est pas mal terminée. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que 1945-1975, un économiste français a baptisé ça les 30 glorieuses. Ce sont 30 années de prospérité à Magog. Wow, il y a des écueils, il y a des problèmes, mais pour le textile, c'est très bien. Et puis je veux parler en terminant des gens, parce qu'il faut le rappeler. Derrière le mur des usines, derrière le bruit des métiers à tisser,
battait aussi le cœur de ceux qui les ont fait fonctionner. Or, pour plusieurs de ces familles-là, les Lacroix, les Clich, les Gignac, les Bérard, les Hops, les Labrec, toutes ces familles-là qui bossent à la textile et qui aspirent à un meilleur sort, la période qui commence en 1945, elle va remplir ses promesses. Grâce à la prospérité, grâce aussi aux revendications de leurs syndicats, les conditions dans les usines vont progresser grandement. Les salaires sont à la hausse et cette source de revenus va permettre à ces familles-là d'élever leurs enfants comme l'ont fait leurs parents, mais elle leur permet aussi d'acquérir propriété. Elle leur permet d'acquérir télévision. Elle leur permet d'acquérir électroménager. Elle leur permet d'acquérir une voiture. Voitures qui font que maintenant, ils ne sont plus obligés d'habiter dans le quartier ouvrier ou à peu près pour travailler à la textile. Et c'est pour ça qu'à partir de 1945, on va voir apparaître Saint-Jean-Bosco. Et un petit peu plus tard, on va voir apparaître aussi Aumerville. Et grâce à l'automobile, on peut se déplacer. On a maintenant une mobilité accrue. Autre progrès non négligeable, écoutez, nous autres, on le prend pour acquis. On a grandi dans ce monde-là. Ces travailleurs, ils passent maintenant beaucoup moins d'heures que leurs parents dans les usines. Puis ils profitent même, chose complètement inespérée à une certaine époque, de congés payés. Imaginez, 1946-47, une semaine de congés payés. C'est formidable. Pas pour nous, mais pour eux, ça l'était. Pour ces gens-là, qu'est-ce qu'a été le textile? Mais le textile, ça a été un tremplin vers une vie meilleure. On tend souvent à l'oublier. En revanche, il ne faut pas croire là, que toute cette évolution-là s'est faite sans heurts. Car oui, les salaires dans le textile ont longtemps été dans le creux de l'échelle industrielle. Car oui, le textile, c'était des conditions difficiles. C'était du bruit, c'était de la chaleur, c'était de l'humidité, c'était de la poussière. C'était aussi des lieux propices à des accidents de travail. Il faut le rappeler. C'était des lieux propices aussi à des maladies industrielles qui ont gravement hypothéqué la santé de plusieurs de nos concitoyens. Ça aussi, il faut l'admettre. Le textile, comme les autres industries du Québec, c'était aussi un endroit où les femmes recevaient des salaires inégaux, sans possibilité d'avancement. Et les femmes catholiques devaient même quitter les usines après un premier enfant, et ce, sans recours possible. Ça aussi, c'est vrai. Pendant une bonne partie du 20e siècle, le textile est également marqué par la discrimination envers les Canadiens français, longtemps tenus à l'écart des postes de direction. Et même, et ça on l'oublie souvent, et même des Canadiens anglais, qui eux aussi étaient négligés au profit des Européens pour occuper les postes spécialisés, et notamment le poste de surintendant des usines. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les surintendants des usines de Magog y arrivent d'Europe. Enfin, le textile, ça a été des relations ouvrières difficiles, parfois conflictuelles, entraînant la création de syndicats et la tenue de grèves dures et longues dans certains cas. Maintenant, on va faire un parallèle et essayer de se rapprocher un petit peu de nous après avoir parlé du passé. Comme tout sentiment identitaire, la perception que les Magogois ont eue des usines, bien, elle a continué d'évoluer avec le temps. Et c'est le cas pour les baby boomers. Il y a certainement parmi nous des baby boomers cet après-midi. Ces baby boomers nés après la guerre et qui atteignent l'âge adulte à la fin des années 60 et au début des années 70. Bien, pour ces Magogois-là, à la lumière de la diversification industrielle, donc à ce moment-là, on a la Fédéral Packing, on va bientôt avoir l'imprimerie, on a la fonderie de Magog, on a la Tapatco, on a la Top Grade, bref, on a de plus en plus d'industries pour aller travailler. On a aussi l'expansion des services. Les écoles se multiplient. La Providence, début des années 60, une nouvelle Providence moderne sur la rue Saint-Patrice. On a le tourisme, avec les automobiles qui voyagent de plus en plus à travers le continent. Magog se découvre une vocation touristique. Et puis finalement, avec la modernisation du système d'éducation, bien, les usines de textile apparaissent non plus comme une destination inévitable pour les jeunes Magogois, mais ils apparaissent comme une option.
une option parmi bien d'autres options. Puis pour les plus sévères, je dirais même que la shop à papa et la shop à mon oncle, elle semble de plus en plus ringarde, même dépassée, témoin d'un monde auquel on s'identifie de moins en moins. Bref, l'évolution de la perception n'a pas arrêté de changer tout au long du 20e siècle. C'est pour ça que je vous dis que de l'Europe à l'Amérique, de la campagne à la ville, de la classe ouvrière à la classe moyenne, de la génération de la bonne chanson de la Bigue à bois à la génération Woodstock, il y a eu autant de Magogouas qu'il y a eu d'expériences de vie dans le textile au cours du 20e siècle. Néanmoins, les usines sont demeurées pendant une grande partie de notre histoire un fil conducteur qui est incontournable de notre identité. Et ça, même lorsqu'on leur tournait le dos. Parce qu'on a entendu ça à Magog aussi. Même lorsque l'on disait « Je souhaite que mes enfants puissent ne pas travailler à cet endroit », bien, même dans ces circonstances-là, on continuait de se définir par rapport au textile. Bref, les usines de textile, c'était tout ça pour nous. C'était le blanc, le noir, le gris. Bon, il y avait du rose aussi. Et tout ce qu'il y avait entre ça, dans notre palette de couleurs identitaires. Parfois d'amour, parfois de haine. Cette relation intense entre les Magogouas et leurs usines de textile a perduré, on peut dire, à peu près jusqu'à la fin du 20e siècle. Depuis, et même avant leur fermeture en 2011, on peut dire qu'il existe à leur égard une certaine indifférence, pour ne pas dire une indifférence certaine. En effet, que peuvent signifier ces géants de briques silencieux pour les jeunes Magogouas? Pas grand-chose, on peut penser. Aux enfants qui, en route vers leur partie de hockey à l'aréna de Magog ou leur partie de soccer au Parc de l'Est, passent en automobile devant les usines et qui demandent à leurs parents « Hey, papa, qu'est-ce qu'il y avait dans cette grosse affaire-là? » Que répondront les parents de demain? Ça, nous l'ignorons. Vous comprendrez alors l'intérêt que je vais porter à ceux qui, dans quelques minutes, nous parleront d'avenir, nous parleront de vision et de ce qui pourrait advenir de ces usines-là un jour. Bon, qu'ils nous fassent réfléchir, je suis d'accord. Comme le disait Mme Gagné, qu'ils nous fassent rêver, et pourquoi pas. Hein? Après tout, qu'auraient pensé ceux qui habitaient Magog en 1880, en apprenant ce que ce secteur qui était complètement inhabité est devenu 150 ans plus tard? Il a fallu une étincelle, il a fallu des rêveurs. Le textile fut cette étincelle en 1884. En 2018, je vous demande, qui seront nos rêveurs? Merci beaucoup. C'est à ton tour. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Comment est-ce qu'il a appelé ça, la grosse affaire? C'est ça qu'il a dit tantôt, Serge? La grosse affaire. C'est un projet qui a reçu l'appui sympathique, je dirais, du COGESAF. Là, puis je vais vous dire c'est quoi le COGESAF. C'est le Conseil de la gouvernance de l'eau du bassin versant de la Saint-François. COGESAF. De l'APLM Magog, l'Association pour la protection du lac Magog. Alors, il y a un intérêt dans ce projet-là qui est bien évident, qui est relié à l'eau. Alors, si on voit cette image-là, j'ai rajouté des petits éléments pour vous aider à vous repérer, comme d'habitude, comme Serge a fait aussi. La rue principale est là. Et c'est comme si vous étiez actuellement au sommet du clocher de l'église ici, puis que vous regardiez cette usine-là du haut des airs. Et vous avez vu que l'usine, à l'époque, avait tracé un canal pour s'alimenter en puissance hydraulique. Alors, est-ce que le petit déclic il est ici? On va passer à la suivante. C'est quand même un bâtiment magnifique, là, il faut le dire. Bon, pour situer les gens qui ne sont pas de Magog ou qui sont dans la MRC en quelque part, j'ai mis quelques indications. On a ici, évidemment, Montréal,
Sherbrooke. Les gens, évidemment, à peu près dans tous les petits villages, se sont installés de la même façon en Estrie, sur le bord de l'eau. M. Méry qui s'installe ici. Et on assiste au développement de la partie centrale. Et on a réussi au fil des ans, avec le travail acharné des citoyens, là, il faut le dire, à protéger le Grand Marais, à essayer de conserver une qualité d'eau dans le lac Magog jour après jour. Moi, je me baigne dans ce lac-là tous les jours depuis 10 ans. Quand on est situé ici, on a une vue incroyable sur le mont Harford, à droite, le lever du soleil au coucher du soleil. Et on se rendait à Sherbrooke, comme Maurice Langlois me l'a dit jadis, par la rue des Pins, et la ville se concentrait autour de ça. Finalement, très tôt, comme le dit Serge, on a vu tout le potentiel ici dans la partie est à se construire un barrage, puis à implanter là une usine. C'est devenu, veut pas, la partie est et la partie ouest. Et au fil du temps, il faut bien le dire, la Haute-Ville et la Basse-Ville aussi. Ici, on est à 208 mètres au-dessus du niveau de la mer. Puis quand on arrive à Sherbrooke, on est à 181 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette dénivellation-là, elle est importante. Elle a donné toute la source d'énergie qu'il fallait pour pouvoir développer ce quartier-là rapidement. Et finalement, la rue Sherbrooke, la 112, est née aussi. Alors, ça a créé des divisions sectorielles comme ça à travers la ville. Et finalement, la voie ferrée, qui est en activité, a finalement réussi à scinder, on peut dire, l'autre bord de la traque, avant la traque, en bas de la ville, en haut de la ville. Alors, ça localise un peu les gens sur cette municipalité-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, on va changer de diapo. C'est le centre de la MRC. Il y a 25 000 de population, grosso modo, à Magog. Il y en a 50 000 dans la MRC au complet. Donc, Magog, pour tous nous autres, moi qui est de Sainte-Catherine, d'autres qui sont d'Austin ou d'autres qui sont d'ailleurs pas tellement loin, c'est vraiment le lieu principal. Plusieurs résidents de Magog, de la MRC de Sherbrooke, des touristes, des confrères architectes, il y en a quelques-uns dans la salle ici, là, je les ai vus tantôt, s'interrogent sur le devenir de cette partie-là, la partie est, le quartier des tisserands qu'on appelle maintenant. Anne-Brigitte m'a fait souligner le fait qu'il fallait mettre maintenant un Q majuscule, quartier des tisserands, puis un T majuscule à tisserands, fait que j'ai corrigé tout mon texte à partir de ce moment-là. On investit beaucoup dans la partie ouest actuellement, c'est sûr, c'est facile, d'une certaine façon. C'est le lac, c'est le mont Harford, c'est le Grand Marais qu'on a réussi à protéger. Et là, les hommes d'affaires s'y bousculent pour s'investir dans la partie la plus sensible, la plus élégante, si je peux dire, la plus ouverte sur tout ce qui est de plus beau. Tout le monde veut aller là. Et c'est un développement sur lequel on ne connaît pas trop ce qui va se produire dans 10 ou 15 ans, mais qu'on espère que le dégagement qui a été octroyé aux citoyens sur l'espace public de cette plage-là puisse être encore possible dans 10 ou 15 ans ou dans 20 ans d'ici. Maintenant, on prétend que tout cet investissement d'énergie, d'argent-là qui s'est fait dans la partie ouest, ça s'est fait un peu au détriment de la partie est, qui est à revitaliser. Et moi, je dis que c'est tout à fait possible si on regarde les expériences qui se déroulent un peu partout. Il y a quand même une vingtaine de bâtiments industriels dans ce complexe-là. C'est très gros. Ça, c'est une étude que Sylvain Pomerleau a faite en 2010 pour le compte d'un client privé.
puis qui nous a permis d'utiliser ces maquettes-là. On sait que dans l'ancien bâtiment, il y a toutes sortes de caractéristiques du tournant du siècle, des bâtiments en briques, des grandes fenêtres, des bâtiments qui ont beaucoup de caractères typiques de ces années-là. Et d'autres bâtiments plus récents, on l'a mentionné, qui, au dire de certaines personnes, ont peut-être moins d'intérêt, mais on disait la même chose du Vieux-Montréal quand le maire Drapeau avait décidé de tout le détruire pour être capable de reconstituer la ville nouvelle de Montréal, parce que le Vieux-Montréal est en décrépitude dans le temps de l'Expo. Et des personnes se sont soulevées puis ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Puis aujourd'hui, le Vieux-Montréal est ce qu'il est. Et grâce beaucoup à l'étincelle de M. Lallier, qui lui avait décidé de faire du Vieux-Québec quelque chose d'intéressant. Comment se découpe ce complexe-là? Les tracés que vous voyez là, c'est le cadastre. On a superposé le cadastre sur les bâtiments. Donc ici, ce sont des... Oups, excusez. Ça, ce sont des lignes de propriété. Oups, on recule en arrière. Voilà. Ça, ce sont des lignes de propriété. Tantôt, Radio-Canada me demandait, il y a combien de pieds carrés là-dedans? Là, je n'arrivais plus à les additionner tellement il y en a. Ici, il y en a 320 000, ici, il y en a 100 000, ici, il y en a 1 million, ici, il y en a 19 000. Ça, c'est la surface de la propriété. Ce n'est pas la surface des bâtiments. Alors, ce sont des lots distincts. La seule zone qui a été réaménagée à date, ben, ça a été fait avec la firme de Sylvain Pomerleau. Ça nous a permis d'avoir la shop et le Fondissimo aujourd'hui. Et tout ce qui reste à faire, c'est énorme. C'est-tu possible? Pas si loin. À Granby. La Minor Rubber, l'Imperial Tobacco, la Granby Elastic. Voici ce que c'était. Voici ce que c'était en partie aujourd'hui restauré et ce que c'est à l'intérieur. On reconnaît les mêmes caractéristiques de ces bâtiments-là, de ces époques-là, et on en fait une description dans un petit dépliant pour pouvoir vendre le bâtiment. Les promoteurs, c'est ça qu'ils font. Ça, c'est extrait tout simplement des dépliants que les promoteurs utilisent pour vendre leur bâtiment. J'ai rien inventé, j'ai fait du copier-coller. Les arguments de ce bâtiment-là, puis toutes les diapositives vont se suivre comme ça. L'image, la description, puis les arguments. Alors ici, les arguments. Le loyer de votre emplacement d'affaires actuel est en hausse constante. Hein? Vous désirez travailler dans un environnement qui sort de l'ordinaire, pas de frais d'exploitation, etc., etc., etc. Donc, les gens, pour pouvoir vendre leurs habitations, ils font ça. Puis, j'ai recueilli aussi des témoignages qu'on recueille aujourd'hui sur Internet, des plus, des moins. Puis, certaines personnes qui disent « ça fait 20 ans que je suis dans l'immeuble, je suis tombé sous le charme, parce qu'il y a un charme à habiter ces bâtiments-là aussi. » Au 3e étage, j'ai su que je voulais un atelier. Bon, il y a des artistes qui voulaient des ateliers. C'est des bâtiments en maçonnerie, c'est des bâtiments qui peuvent avoir certaines qualités de résistance au feu, de hauteur de plafond. On peut y faire de la sculpture. C'est des planchers qui sont capables d'absorber puis d'accepter des charges incroyables. Là. Si je me fie à ce que Gervais Morin me disait, là, il y a des machineries là, de tellement de tonnes. Où est-ce qu'il est, Gervais, là, dans la salle? Peux-tu lever ta main, toi? Ah oui, il est en arrière. Alors, il y a des possibilités énormes à cet égard-là. Si on regarde un autre immeuble, pas tellement loin d'ici, la Coaticook, encore une fois, on fait la description et on profite du fait que là, il y a un nouvel événement. Là, à Coaticook, là, le Foresta Lumina. Alors, la MRC vient supporter un peu toute cette dynamique-là de revitalisation de ces bâtiments-là. On regarde à l'intérieur
la construction en poutre et en plancher fait avec ce qu'on appelait là, du 2 par 8 sur le camp, là, à la grandeur de l'immeuble, en termes d'insonorisation, de résistance au feu. Ici, on a beaucoup d'avantages à jouer dans ces espaces-là pour toutes sortes de bonnes raisons. Et c'est pas loin. Même si en 2016, on avait proposé un projet d'hôtel. Après quelques moments, quelques temps, les investisseurs ont réalisé que ce n'était pas la bonne affaire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la MRC ont continué à supporter le projet par leur attitude, jusqu'à ce qu'on finalement, on trouve en 2018, tout récemment, enfin un projet qui allait être gagnant. Et, curieusement, c'est Sylvain Pomerleau, l'architecte de Magog, qui a obtenu le contrat pour au moins le design, la conception des logements de ce complexe-là à Coaticook. Donc, non seulement c'est possible, mais ça va se réaliser. On s'en va à Montréal. Bon, on a le droit, là. Il y a quelques personnes de Montréal ici. Y a-t-il des personnes de Montréal? Si vous pouvez vous lever la main, j'en vois quelques-uns. Oui, OK, quelques-uns. Donc, ça, c'est un projet qui accueille maintenant 1300 logements dans l'ancienne usine de Norton Electric, le long du canal de la Chine, Saint-Patrick. C'est un bâtiment industriel, on ne peut plus industriel que celui-là. Et quand on lit la ligne, ici, l'autre terrain situé en face a été cédé gratuitement à la ville après l'avoir décontaminé, 172 logements sociaux et communautaires. Donc, dans des projets comme ceux-là, il est possible que les municipalités mettent l'épaule à la roue pour voir des projets se concevoir. Ce n'est pas seulement à l'entreprise privée de ramasser tous ces projets-là. On espère beaucoup que ce soit ça, mais je pense que dans certains cas, c'est intéressant que ce soit aussi le public qui s'en mêle. Puis, ce qu'on peut lire davantage ici, c'est que ce projet-là était situé dans 2 municipalités différentes, le même bâtiment. Ça dérogeait évidemment au règlement de zonage de l'arrondissement numéro 1, puisqu'il y avait une question de hauteur de bâtiment qui n'était pas permise dans un des bâtiments ou dans un des arrondissements, alors que dans l'autre arrondissement, c'était permis. Puis il ne faut pas s'étonner, là, avec les fusions municipales qu'on vit depuis quelques années, les arrondissements ont tous des règlements de zonage qui diffèrent, puis on essaie d'harmoniser ça depuis 15 ans, puis ce n'est pas toujours évident. Puis ça, c'est un exemple que quand un projet est complexe, puis qu'il y a de la dissension, puis qu'il y a des règlements de zonage qui ne sont pas harmonisés, on réussit quand même à faire des projets. Donc, je voulais tout simplement vous le montrer que souvent, tout est possible. À Sherbrooke, j'ai vécu là, moi. J'ai passé devant cet immeuble-là combien de fois? 4 ans. C'était placardé, contreplaqué, vandalisé. Il n'y avait plus rien à faire. La rumeur publique courait. Il fallait démolir ça. C'était épouvantable. C'était une affrosité, un danger public. En tout cas, tout y passait. Puis moi, je passais devant tous les jours. Puis je me disais, mon Dieu Seigneur, que c'est donc un bâtiment extraordinaire. On voit le nombre de pieds carrés qu'il y a là-dedans. On voit que c'est à peu près dans les mêmes eaux, puis dans les mêmes années qui s'est produit. Les activités qui se déroulaient à l'intérieur, c'était une filature. On en a fait là, une expression un peu bizarre, là, loft urbain. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, ce n'est pas dans le code, mais c'est une expression populaire. C'est comme le mot condo, là. Ça n'existe pas. Le vrai terme, c'est copropriété. Condo, c'est un diminutif. Loft urbain, là, c'est les agents d'immeubles qui se servent de ces expressions-là. Là. Ça fait New York ou je ne sais pas quoi. Là. Ça fait à la mode. Là. C'est toujours un peu spécial. Joli foyer au bois. Tout le monde a son foyer à l'intérieur de ça. Il y a des colonnes là-dedans. C'est une forêt de colonnes quand on rentre dans la Peyton. Moi, j'ai fait une expertise dans ce bâtiment-là. Mais ça donne une ambiance incroyable. Puis les gens qui habitent là, ils adorent ça. La hauteur des plafonds, c'est magnifique. Ils ont une vue incroyable sur la rivière.
Donc, ils ont su tirer profit de ça. Puis finalement, je pense, après 2 faillites, il y a quelqu'un qui a ramassé l'immeuble puis qui a été capable d'en faire un projet qui est viable. La Hooper, Belvedere et Galt, une fonderie industrielle, faisait des éléments pour les locomotives à l'époque. Comment imaginer qu'on aurait pu faire quelque chose de formidable avec ça? Le plateau Marquette que vous connaissez, la clinique médicale s'est installée là longtemps. Des cliniques d'audiologistes. En bas au sous-sol, c'est des gens qui font de la culture physique dans un studio quand même assez grand. Les problèmes d'insonorisation, moi j'ai été appelé à faire une expertise d'insonorisation parce que ça fait du bruit du monde qui font de l'exercice, là. Donc, l'épaisseur des planchers qu'il y avait là nous a aidé grandement à régler ce problème-là assez rapidement. Puis la résistance au feu aussi a été réglée assez rapidement. Alors, tout le défi est de préserver certains éléments de cette architecture du passé, puis l'intégrer dans un bâtiment qui aujourd'hui vit très bien. Puis on a même annexé au bout une grande surface, le IGA, que vous connaissez probablement tous, là. Les arguments, à peu près toujours les mêmes. Je n'ai pas été capable de récolter des témoignages comme je l'ai fait sur d'autres bâtiments, mais on peut se douter de la même chose. Mais il n'y a pas d'habitation là-dedans. C'est essentiellement commercial. Bon. La Kayser. Encore un énorme bâtiment. Sur le bord, quand on est dans cette fenêtre-là, c'est la vue qu'on a là, aujourd'hui. C'est assez magnifique, c'est assez impressionnant. On est à l'intersection de la rivière Saint-François puis de la rivière Magog, là. Il y a une énergie épouvantable qui se passe là. Ils ont fait des passerelles pour passer par-dessus la rivière. Et on a réussi à en faire en partie une habitation pour les personnes âgées en perte d'autonomie et aussi un musée. Parce que l'espace est grand, là. Alors, on ne peut pas constamment s'imaginer qu'on va faire un projet d'habitation, puis qu'on va faire que ça, ou qu'on va faire un autre projet unique. C'est une multiplicité de projets qui doivent pouvoir s'intégrer dans un ensemble cohérent pour faire ressortir les caractéristiques de l'architecture de l'époque. C'est ça qui en donne le cachet et sa valeur. Ils sont à 5 minutes du centre-ville, ce monde-là. Là. Puis il y a des gens qui habitent là, qui ont travaillé dans ces usines-là, puis maintenant qui sont logés là. Puis il y en a qui rêvent encore, on voit, là, j'entends encore le bruit des machines à coudre dans ma tête. Ça, c'est des personnes qui ont vécu dans ces bâtiments-là. À Magog, on en a un, là, qui existe encore, là, puis qui est dans une cure de nettoyage. On ne sait pas trop ce qui va advenir de ce bâtiment-là, tout près de la voie ferrée, en face du lac. Lui, il est situé dans un endroit merveilleux. C'était un bébé de la Dominion Textile, là. Il s'appelait vraiment, dans les livres, là, les Industrial Specialty, là. Puis les gens de la place l'ont appelé la bobine shop parce qu'on fabriquait des bobines de film. On fabriquait aussi des navettes pour faire le tissage. Merci. Très rare à Magog. Peut-être le seul complexe industriel patrimonial transformé. Mais là, actuellement, il est vide. On l'a vidé. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. Le propriétaire actuel est silencieux. On sait que la partie ouest est très convoitée. On espère que son bâtiment va respecter le zonage actuel qui ne permet pas d'augmenter trop la hauteur des immeubles parce que lui, s'il augmente sa hauteur d'immeuble, il va cacher la vue à tous les résidents qui sont derrière. Il y a des enjeux de cette nature-là. Puis les résidents qui sont derrière sont peu nombreux. Fait que quand vient le temps de voter sur un registre, quelque chose comme ça, il y a 10 ou 15 personnes dans ce secteur-là, 20 personnes qui peuvent voter. Et des fois, il manque 2 signatures. Et puis, bon, les dérogations mineures sont votées, ils sont acceptées. Finalement, les bâtiments se transforment à des hauteurs qu'on ne s'imaginait pas.
Les arguments, c'est quoi? C'est ça. Ils sont au centre-ville, ils sont à côté de la plage. Il a fait un stationnement incroyable. Alors lui, il a tout, là. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec son bâtiment là, qui est vide? Il va peut-être profiter de l'occasion, du tourisme pour le rendre plus agréable. J'en ai aucune idée. Comme disait Serge, là, en pleine crise économique, tout a le lutrin devant les yeux, ça ne te gêne pas, ça va? Alors, c'est à ça que ça ressemble, le type de construction de ces années-là. Là. C'est de l'acier boulonné sur place, là, avec des rivets chauffés à rouge, là, puis des gens qui travaillent avec de la vapeur, puis de la poussière, puis de la saleté. Puis ça, c'est en pleine crise économique là, que ça se fait à Magog. Là. L'agrandissement de cette usine-là. Il y a des structures incroyables, il y a des tonnes d'acier là-dedans, il y a de la maçonnerie, c'est incroyable. Puis il y a beaucoup d'huile à coudre. Voilà le bâtiment tel qu'il était et la rivière. On regarde le même bâtiment dans une projection qu'il appelle l'agence de design Sylvain Pomerleau. Moi, je portais l'appeler Sylvain Pomerleau. Elle s'appelle l'agence de design Sylvain Pomerleau quand il y a eu son fameux contrat pour faire l'analyse de ce que ça pourrait être. Vous voyez ici tout l'accès à la rivière, cheminement piétonnier, avec la rivière qui, à cet endroit-là, a une qualité d'eau baignable. Elle sort du lac Memphremagog. Elle n'a pas encore été polluée sur son chemin par la fameuse montagne brune qui se jette dans le lac Magog, et non plus l'usine d'épuration. Elle est dans un état tel qu'on peut pêcher, on peut s'y baigner, on peut faire du canot puis du kayak. La seule partie qui a été rénovée, vous la connaissez, elle est là. Et lui, il est tout seul dans son grand espace, puis il espère bien qu'un jour, ça va se prolonger. Il est dans la partie, il est dans le cœur, il est dans la partie la plus vieille de l'usine. Voici un autre aperçu des murs qui sont là. On peut dire quoi? Que les silos dans le port de Montréal, ce sont des horreurs, ou bien non, ce sont des monuments. Il y a un citoyen qui me disait « Ah, c'est donc bien laid, là, toutes ces cheminées-là qui sortent. » Ça peut être perçu de toutes sortes de manières. Ça peut être aussi très sculptural, ça peut être aussi très esthétique. Ça dépend comment on traite la chose. Ici, on a des murs aveugles. Je vous jure que vous mettez Robert Lepage un mois devant ces murs-là, puis il vous sort une présentation que vous n'oublierez jamais de votre vie. C'est des surfaces sur lesquelles on pourrait embaucher des gens à venir faire des murales extraordinaires. C'est aussi un endroit où on pourrait permettre d'avoir quasiment un cinéma en plein air, puisque juste devant cette surface-là, ici, vous avez un immense stationnement qui donne sur un champ qui est en friche. Ce champ-là pourrait devenir un parc qui permettrait aux gens qui habitent le quartier de se rendre à 10 minutes d'ici, comme on va faire tantôt, dans un parc urbain qui donne accès à la rivière, puis qui permettrait aux gens de pouvoir avoir des projets spéciaux pour agrémenter ces surfaces-là avant qu'on puisse être capable d'en faire peut-être des bâtiments totalement intégrés à l'architecture. Ça ici, cette image-là, quand vous allez acheter vos draps, vos serviettes, vous entrez dans une cour intérieure. Là. Cette cour intérieure-là, aujourd'hui, elle est bosselée, l'asphalte est arraché, il y a de la broussaille, tout ça. Puis Sylvain a poussé l'exercice pour montrer que ça pourrait devenir une enceinte comme ça. Alors moi, je vous montre les possibles. Puis en plus, que l'usine a été désignée lieu historique du Canada par PAC Canada le 22 juin 1989. C'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Ça lui donne un statut, ça, sur le plan patrimonial. Et ça lui permet, ce statut-là, d'ouvrir des portes pour des subventions à la rénovation architecturale. Voici, encore une fois, l'usine, vue du bord de l'eau à une certaine époque. Comment ça s'appelait, celle-là, la partie Gervais? C'est le coton, lui? C'est le coton, lui. Bon. Alors, on revoit encore la même image que vous avez vue tantôt. Et moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que ça nous est permis de rêver?
On parle qu'on veut construire une nouvelle aréna à Magog, j'entends ça, là. Et puis, on est prêt à sacrifier un boisé, je pense, derrière l'école La Ruche pour construire une aréna. Alors que quand je regarde le nombre de pieds carrés qu'il y a là-dedans, là, on peut quasiment en mettre 2 arénas. Il faudrait voir, là. Il y a peut-être des colonnes, il y a peut-être des empêchements. Là. Moi, je n'ai pas fait d'expertise là-dessus. Mais des pieds carrés, en voulez-vous, il y en a. Puis ici, j'ai pris les mesures de ce que exige une patinoire. Là. 200 pieds par 98 pieds. Puis, selon les exceptions américaines, là, on a ici 200 pieds par 85 pieds. Tantôt, je vous parlais de millions de pieds carrés. Est-ce que c'est possible d'imaginer, à 10 minutes du quartier des Tisserands, un aréna, là où il y a le maximum de joueurs de hockey en effervescence? Alors, c'est aussi un endroit où on peut faire du logement social. C'est un endroit qui, actuellement, dans le zonage, permet d'avoir une mixité d'usages commerciaux, des ateliers, de l'habitation, récréatif. Dans le code, là, il y a 5-6 usages bien définis. Puis sur les 5-6 usages bien définis, il y en a au moins 4 là, qui pourraient rentrer là-dedans. J'ai relevé un commentaire de Mme la mairesse à une certaine époque. Elle arrive ici à dire, comme moi, plusieurs possibilités de développement existent pour l'ancienne dominante textile. On peut faire du résidentiel, du commercial, des bureaux, même un projet hôtelier à cet endroit. C'est une citation de la Tribune en 2017. Alors, j'étais très, très content de lire ça. Devinez? Et pour terminer, moi, je dois un grand merci, évidemment, à Louise Gagné, à Serge Gaudreau, qui m'a précédé tantôt, qui nous a mis dans le contexte historique fabuleux de cette histoire-là, et à M. Bernard Reichen, qui nous a dit de dire, ou Reichen, t'en souviens-tu, Louise? Reichen, ah, elle est là. Je suis en stéréophonie, qui nous parlera de la France et des possibles devenus réalité. Merci beaucoup. Alors, on va écouter M. Reichen. Je pense que les 2 techniciens sont en lien. Allez-y. Ah bon. Eh bien, écoutez, merci. Je vais essayer je pense déjà de dédramatiser la question de la reconversion, parce que c'est vrai que nous avons travaillé sur beaucoup de situations de ce type depuis pas mal d'années. Donc effectivement, on s'est rencontrés pour les 35 ans du parc de la Villette. Ceci étant, ce qu'on a fait il y a 35 ans ne prouve qu'une chose, c'est qu'on a 35 ans de plus. Mais à l'époque, on était jeunes et la question du textile est une question qui s'est posée en France, je pense, avant de se poser chez vous, puisque nous, dès la fin des années 70, la plupart des filatures du nord de l'Alsace et de la Normandie ont été abandonnées et ont dû trouver d'autres usages. Alors, je vais vous montrer un ensemble d'images de ces réalisations autour de 3 thèmes. Un thème très rapide qui est cette question des filatures. Un thème plus spécifiquement appliqué à la question des halles industrielles, et puis un thème qui me tient à cœur, qui est le thème urbain, c'est-à-dire que quand la ville retrouve l'usine, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment industriel quand il est installé dans un nouveau projet urbain. Je peux montrer les images. Alors, on va essayer donc, j'espère que ça va marcher, de passer les images. Voilà, vous allez les voir apparaître. Alors je ne sais pas si on peut projeter plus grand, voilà, comme ça. Alors, cette première image que j'ai mise comme couverture, c'est quelque chose que je trouve assez évocateur, c'est le paysage restauré. Et puis un deuxième exemple sur ces halles métalliques où vous comprenez le dispositif d'imbrication entre des halles nouvelles ou des bâtiments nouveaux
et les halles anciennes. Et ça nous a amené à créer tout un dispositif de relation entre l'ancien et le nouveau, en utilisant le côté solide de l'architecture de la brique et en le mettant toujours en relation avec un côté lumineux et aérien des bâtiments contemporains qui sont installés à côté, qui fabriquent à la fois un espace d'histoire et un espace de lumière, sans qu'il y ait de confrontation entre ces deux dispositifs. Un autre exemple, c'est une halle. Alors, je vous montre juste cette image, sinon il me faudrait plus de temps pour développer. C'est les filatures DMC à Mulhouse. C'est un ensemble de filatures absolument gigantesques. C'est des centaines de milliers de mètres carrés. C'est un espace qui est protégé, mais c'est un espace où il n'y a pas, pour le moment, la capacité de développement suffisante. Et donc, toute l'idée a été d'installer une sorte d'université libre d'origine suisse, parce que c'est à la frontière suisse, avec ce groupe qui s'appelle Motoko. Et cette université permanente, associée à des start-up d'entreprises émergentes et à tout un ensemble d'ateliers de création, occupe maintenant plusieurs de ces halles, et c'est à partir de ce mouvement culturel que petit à petit vont se développer les autres fonctions, des bureaux plus classiques, du commerce, du logement, etc. Et je crois que c'est assez intéressant parce que, si vous voulez, quand on regarde cette question des halles, on voit qu'il y a une vingtaine d'années, elles étaient menacées, elles étaient prêtes à disparaître. On en a détruit d'ailleurs énormément. Et puis en 20 ans, les halles sont devenues un imaginaire universel. C'est-à-dire que des lieux qui étaient des lieux de l'industrie sont devenus des lieux d'échange, des lieux de la création, des lieux événementiels. Et c'est un standard dans tous les pays du monde que ces halles soient devenues ce type d'espace de création. Alors, ça, ce sont les Docks Vauban au Havre. C'est un lieu de culture, de commerce, j'allais dire, multifonctionnel, qui est une véritable cité horizontale. Et si vous voulez, quand on lit la halle, je reviens sur les stéréotypes, si je peux dire, ou les archétypes de l'architecture répétitive. Cette architecture répétitive, elle est ce que j'appelle une architecture euphorisante. C'est-à-dire que quand on entre dans ces halles, on est toujours pris par un sentiment qui est un sentiment particulier. Et je pense que l'une des raisons de cette sensation, c'est que les halles où l'architecture répétitive fonctionne intellectuellement et physiquement comme une musique répétitive. Vous avez des motifs, vous avez des principes de répétition, vous avez des rythmes, vous avez des déformations, ce qu'on peut appeler le contrepoint en musique. Et je dois dire que depuis la musique de Jean-Sébastien Bach jusqu'à la musique d'une fanfare, vous avez toutes les rubriques, si je peux dire, de l'architecture répétitive, et que dans une ville, ça joue un rôle extrêmement intéressant d'enthousiasme qui va tout à fait au-delà du récit urbain que peut porter un bâtiment historique. Alors j'ai entendu le très beau discours de votre historien, et je dois dire que le thème du récit est un thème central, mais ce thème, il doit se projeter dans le futur. C'est-à-dire que on ne peut pas uniquement concevoir un projet comme le musée de sa propre histoire, si je peux dire. Il faut au contraire que ce projet soit représentatif d'un futur,
d'un sentiment, d'un espoir, si je peux dire, et c'est tout à fait intéressant et important de le penser sous cet aspect. Alors, je vais vous montrer justement ce dernier petit chapitre, qui est quand la ville rejoint l'usine, c'est-à-dire que vous avez des bâtiments qui ont des particularismes, et ces particularismes, il faut savoir les interpréter et il faut savoir les associer à un projet nouveau. Alors, juste quelques images de cités associées à ces bâtiments industriels. Ici, c'est un projet que nous avons réalisé à Berlin qui s'appelle les brasseries Schultheiss. C'est une brasserie de bière. Et cette brasserie est complètement intégrée dans un projet nouveau. C'est-à-dire nous avons à la fois reconverti la brasserie, mais aussi réalisé une tour de 20 étages. Et je crois que ce quartier tire un grand profit d'abord de la présence de l'eau et de la présence du tourisme sur cet endroit. Et je pense que vous êtes un peu dans cette situation à Magog. Mais il tire aussi profit d'un récit qui est marqué par la présence et la conservation de ces usines, avec chaque fois que l'on fabrique ce genre d'espace, un lieu de muséographie, c'est-à-dire un lieu qui exprime la mémoire et qui raconte l'histoire de la fonction telle qu'elle était auparavant. Un deuxième exemple, qui est l'exemple de la gare du Sud à Nice, qui est une gare que les Niçois aiment beaucoup parce que c'était la gare des chemins de fer de Provence, c'est-à-dire c'est la gare qui montait dans les montagnes, c'est pas la gare de la côte. Et cette gare, elle a une histoire tout à fait extraordinaire. Ce que vous voyez là, c'est une des images du projet qui se termine actuellement. Mais avant ce temps de la gare, il y a eu une première vie à ces bâtiments. C'est que le bâtiment de la gare du Sud était en 1789 le pavillon de Russie ou des Pays-Bas, on ne sait pas lequel c'était parce que c'était les mêmes, à l'exposition de 1789. Et à l'époque, ces bâtiments étaient démontés et ils étaient remontés dans une nouvelle situation. Et à l'époque, le bâtiment en 1905 est devenu cette gare, vous voyez l'image en bas à gauche. Il a été embelli par un fronton que vous avez vu auparavant, construit par un architecte de l'époque qui s'appelle Prosper Bobin, c'est-à-dire qu'on embellissait le métal qui venait de ces expos universelles. Ensuite, le bâtiment a été de nouveau démonté et stocké. Et en 2017, nous avons remonté ce bâtiment pour l'intégrer dans un projet urbain nouveau. Et c'est la première fois que nous avons eu entre les mains un monument historique classé au patrimoine français et qu'on nous a livré en pièces détachées, si je peux dire. Et après, il a fallu le remonter et lui redonner vie. Et je vous montre juste une image de l'inauguration de ce site. Il y avait, je ne sais pas, dans cette halle, 1500 personnes qui chantaient tous ensemble l'hymne niçois, Nizza la Belle, et je pense que c'est vraiment un élément de mémoire, un élément patrimonial qui résonne pour tout un quartier et qui est devenu quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vous montre un dernier projet sur lequel nous travaillons en ce moment, qui est une chocolaterie, la chocolaterie Meunier. Et la chocolaterie Meunier est un objet absolument extraordinaire parce que c'est une collection d'architecture et la famille Meunier avait développé cette filature au milieu du 19e siècle
Et il avait développé en même temps une activité au Québec. Il y avait une double implantation. Je ne peux pas vous dire de mémoire à quel endroit, mais c'était une double installation sur la fabrication du chocolat. Ce bâtiment, il a été transformé, nous l'avons transformé il y a 20 ans pour en faire le siège social de la société Nestlé en France. Et Nestlé n'avait pas une envie particulière de s'installer au bord de la Marne, mais un jour, le directeur s'est aperçu qu'il était propriétaire de cette merveille, simplement parce qu'ils avaient racheté une société anglaise bien connue qui s'appelle Rowntree Mackintosh, et donc ils sont devenus propriétaires de cette chocolaterie extraordinaire. Donc, c'est une merveille, c'est-à-dire que c'est une collection d'architecture qui a été réalisée pendant à peu près un siècle. Cette reconversion donc a servi avec la LFL en particulier de siège social à Nestlé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la société Nestlé, à la suite de regroupements de multiples autres sociétés, a décidé de partir de cet endroit et de se réinstaller plus près du centre de Paris, au bord de la Seine, à Issy-les-Moulineaux. Et donc, nous retravaillons 20 ans après avec Nestlé pour faire de cette chocolaterie une cité du goût et un grand quartier touristique autour de la notion de goût et de gastronomie. Et il se trouve que ce site tout à fait particulier est situé sur la Marne et qu'en faisant une passerelle sur la rivière, on est à peu près à 300 mètres d'un autre lieu qui est une base de loisirs qui va devenir aussi le centre du canoë-kayak et de l'aviron en 2024 pour les Jeux Olympiques. Et donc, la Cité du Cinéma devient le centre du village, le site de Meunier va devenir une annexe du site du canoë-kayak et de l'aviron, et la halle de la Villette va devenir le lieu de l'haltérophilie pendant les Jeux Olympiques. Donc je peux vous dire que quand vous regarderez la télévision en 2024, vous allez presque faire une overdose de patrimoine industriel, parce que presque tous les sites de Paris, y compris le Grand Palais, sont des sites qui sont tous issus de cette architecture industrielle des halles reconverties. Et je pense que c'est une belle image et c'est une bonne idée, et c'est une idée universelle. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre ce patrimoine industriel. Voilà une dernière image de la Cité du Goût sur cette usine Meunier. Je pense que ce patrimoine est notre avenir. Il résonne avec notre époque, il résonne avec les nouvelles technologies, avec la création. Et je pense que c'est un bon moment pour faire d'une ancienne filature le cœur d'un nouveau quartier et d'un nouveau développement. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur un temps aussi court, mais vous avez compris que c'est un sujet sur lequel on peut discuter des jours entiers. Merci. Merci beaucoup.